Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Jacques Barraud, cofondateur de Grainsail. Basé à Morlaix, Grainsail est un producteur de café et de chocolat, mais aussi un revendeur de vin bio depuis 2010. L'histoire de Grainsail est incroyable. L'idée était d'aller chercher du café et du cacao à l'autre bout du monde, tout en limitant au maximum l'émission de CO2 avec un moyen de transport original, le voilier cargo. Ce rêve s'est transformé en réalité en 2020 lorsque le voilier cargo Grainsail a effectué sa première traversée transatlantique. Ce fut un réel plaisir d'écouter le parcours de Jacques Barraud et de son entreprise qui plaît à tant de Bretons. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Jacques, merci beaucoup de nous recevoir ici chez Grainsail à Morlaix. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et présenter rapidement Grainsail, s'il te plaît ? Donc, je suis Jacques Barraud, directeur général de Grainsail. Donc, Grainsail est une société qui a comme particularité d'associer d'un côté une production agroalimentaire, donc de café et chocolat principalement, associée à un armement maritime décarboné pour le coup, qui exploite depuis novembre 2020 donc un premier navire cargo à voile, qui nous permet donc à la fois d'exporter des vins bio vers New York et de réimporter donc pour nos besoins de production du cacao pour commencer et progressivement également du café vert. Du coup, comment t'es venue l'idée de créer Grainsail ? L'idée est venue de mon frère Olivier, donc, qui est l'actionnaire principal de l'entreprise, qui en 2010 avait rencontré une personne qui s'appelle Stéphane Guichen, qui est un paludier donc, de Noirmoutier et qui régulièrement ramène son sel de Noirmoutier. Et qui à l'époque s'était approché de mon frère en lui proposant, ou en lui demandant en tout cas, ce qu'il pensait d'importer son sel avec un vieux gréement. Et donc Olivier avait dit oui, pourquoi pas, à quel vieux gréement tu penses ? Ah bah il y en a un à Paimpol, que je voudrais bien te montrer, etc. Et donc ils y étaient allés ensemble, et sauf que l'état du navire était tel que Olivier lui avait dit, écoute, là si on quitte le port, un quart d'heure après on finit au fond, donc c'est peut-être pas non plus le meilleur support en tout cas pour exporter du sel, mais en revanche, l'idée était plutôt bonne et c'est ça qui a fait germer finalement l'idée d'essayer d'utiliser donc des navires à voile pour assurer du transport au sens marine marchande. Et donc le projet Grainsail est venu de là, et notamment quand vous commencez à raisonner sur un navire marine marchande, la question qui vient juste après, c'est qu'est-ce qu'on met dans les cales ? Et c'est là où la réponse est venue, pour nous en tout cas de manière assez évidente. On s'était dit il faut que les produits viennent de loin, donc les matières premières qu'on transporterait. Donc on a vite pensé au café, au chocolat, qui étaient quand même des produits, on va dire, plutôt sympathiques, des produits plaisir, même si on était à l'époque ni torréfacteur ni chocolatier, mais bon voilà, il fallait bien commencer par imaginer quelque chose. Et de la même manière, pour éviter que le bateau reparte à vide, on s'était dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en tant que Français exporter ? On en est vite venu au vin, voilà, qui fait quand même partie des gros savoir-faire national. Et puis en tant que Breton, quand on regarde en face, on voit New York, et puis voilà. Donc cette espèce de boucle qui consiste à exporter des vins vers New York et de ramener du café vert et surtout du cacao pour nos besoins de production en France, ça a été ça finalement l'idée de base, et qui a permis petit à petit de développer Grainsail. Quelles sont les valeurs que défend Grainsail ? Alors on a globalement trois valeurs qu'on défend absolument. La première n'est ni une valeur maritime, ni une valeur environnementale. C'est une valeur qui, pour nous, est un peu la base de tout. C'est le goût, tout simplement. C'est-à-dire que le succès de Grainsail, il est, dans un premier temps, en tout cas, dû à la qualité des produits qu'on a réussi à produire. Enfin, je ne sais pas si on avait fait du chocolat lambda, on pouvait mettre n'importe quel navire à côté, ça n'aurait pas fonctionné, quoi. Donc le goût, c'est la valeur numéro 1 qu'on défend et qu'on va continuer à défendre évidemment à l'avenir. La deuxième valeur, c'est une valeur qui est tout aussi évidente, mais qu'il faut aussi savoir vraiment prendre en compte et dans toutes ses dimensions, c'est le développement durable. Que je préfère beaucoup d'ailleurs au terme RSE qui ne parle à personne. La responsabilité sociétale des entreprises, alors là c'est pour moi une grande nébuleuse. Alors que le développement durable, c'est évidemment un terme qui est beaucoup plus parlant. Et la dernière valeur, c'est tout simplement ce qu'on vit nous au quotidien, c'est l'aventure. Que ce soit une aventure entrepreneuriale ou maritime, humaine, etc. Grainsail reste une aventure quand même. Et une belle aventure. Et une belle aventure, ouais. Sur votre site internet, vous parlez beaucoup de rétro-innovation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept ? Oui, alors la rétro-innovation, c'était quelque part pour nous un moyen d'exprimer le fait qu'on réutilise un moyen de propulsion qui est quand même sacrément historique. La notion de propulsion vélique ou propulsion avec des voiles date quand même d'il y a quelque temps. En revanche, on souhaitait quelque part remoderniser ce qui existait jusqu'ici. Les seuls voiliers cargo qui existaient avant le nôtre étaient justement les vieux gréements. C'est-à-dire ce sont les seuls navires qui ont structurellement une capacité à porter de la charge.
Il faut qu'un navire soit solide, évidemment, pour porter des palettes, pour porter plusieurs tonnes. Donc cette notion de rétro-innovation pour nous, c'était de se dire, on réutilise finalement le moyen de propulsion vélique qui est maîtrisé déjà depuis un sacré paquet d'années. En revanche, on y apporte toutes les technologies du moment, qui viennent d'ailleurs pour certaines de la course au large. Et également, évidemment, on le fait dans le respect des normes de la marine marchande, puisque là, il s'agit quand même de développer un navire qui est normé, et qui donc, tant au niveau de sa structure que mécanique, mais il embarquera également l'ensemble des équipements électroniques qu'on va trouver même sur un très grand cargo. Donc on se retrouve quelque part avec les mêmes obligations qu'un énorme navire. Donc ça a été évidemment un gros travail de conception, puisque ça devient un bateau hyper technique finalement, mais qui du coup répond aux normes internationales actuelles. C'est un navire qui peut naviguer au long cours, en eau internationale, au même titre qu'un porte-conteneur qui fait 300 mètres. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure avec les valeurs. Tu nous parlais de la démarche éco-responsable de Grain-Sail. Autre chose qui marque cette démarche éco-responsable, c'est que par exemple dans vos tablettes de chocolat, il n'y a pas du tout d'aluminium. Vous devez être une des seules marques à le faire, en tout cas en emballage carton. Est-ce que vous êtes satisfait de vos emballages ou est-ce qu'il y a encore des améliorations qui restent à apporter sur ces emballages ? Alors la réponse est non, on n'est pas satisfait de nos emballages. On a effectivement au début souhaité éliminer l'aluminium. Pour autant, le chocolat en fait a un travers qui n'est pas évident à gérer, qui consiste à capter l'intégralité des odeurs alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ce qui fait que si on avait voulu mettre nos tablettes directement dans une enveloppe cartonnée, on obtiendrait à peu près 2 semaines plus tard un magnifique chocolat au carton. Évidemment, ça c'est pas envisageable. Ce qui signifie qu'on a quand même été obligé d'insérer un film polyéthylène à l'intérieur donc, de la fameuse enveloppe cartonnée, alors qui est le plus fin possible, évidemment. On essaye quand même d'aller dans cette notion de réduction maximum du poids finalement des différents matériaux. En revanche, le polyéthylène, qui est donc un plastique, donc un polymère. On commence à avoir aujourd'hui, il y a une société du côté de Lyon qui a justement identifié donc une enzyme qui est capable de reséparer les constituants de base du polyéthylène et qui permet du coup d'obtenir un recyclage à l'infini. Donc pour moi, le plastique en tant que tel n'est pas une difficulté à partir du moment où on a identifié des solutions de recyclage hyper efficaces. Et donc c'est un petit peu vers ça qu'on va petit à petit tendre, évidemment, essayer de poursuivre en fait nos efforts pour être certain qu'au final, à la fois la filière de recyclage en France soit vraiment en capacité de traiter ce genre d'emballage, puisque finalement, on n'en est pas toujours conscient, mais tout ce qu'on met dans les poubelles jaunes ne sont pas forcément recyclés, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc il faut déjà que la filière de recyclage adapte ses outils de retraitement, et que on essaye de faciliter le travail justement aux recycleurs en utilisant des matériaux qui eux-mêmes sont vraiment recyclables. Donc pour l'instant, en tout cas, là ça devient le cas grâce à cette entreprise de Lyon, j'ai plus son nom en tête, mais qui a vraiment trouvé une solution de recyclage extrêmement efficace en fait du polyéthylène. Pourquoi ne proposer actuellement que du café et du chocolat ? Est-ce qu'il y a d'autres produits dans les tiroirs ? Alors oui, le café et le chocolat font effectivement partie des 2 produits qui se sont un petit peu imposés à nous de manière naturelle au début. Il faut savoir que les grains de café et de cacao proviennent de la ceinture tropicale, donc on est souvent sur des zones un peu communes. Alors même si à l'époque on n'y connaissait rien en café et au chocolat, on avait quand même en tête que des produits qui venaient notamment d'Amérique latine étaient plutôt de très bonne qualité. Ça tombait bien puisque c'était également sur le parcours maritime de ce qu'on avait imaginé à l'époque comme étant un parcours transatlantique. Donc pour nous, les cafés et cacao d'Amérique latine ou d'Amérique centrale en tout cas, étaient des produits très adaptés à ce qu'on imaginait comme logistique maritime. Pour autant, on espère quand même à l'avenir pouvoir également ramener par exemple des rhums de très bonne qualité également, qui viendront peut-être de Martinique ou d'autres secteurs. Peut-être également progressivement des épices, qui viendront peut-être pas tout à fait des mêmes régions, mais on va quand même essayer à l'avenir de compléter le café et le cacao par d'autres produits. Et de la même manière, c'est ce qu'on a fait aussi à l'export, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on voulait éviter que le bateau parte à vide, et donc c'est là où on s'est dit, en tant que Français, on sait bien faire du vin. Donc on va essayer d'exporter des vins bio vers New York. New York étant, quand on est un peu breton et qu'on regarde en face, on voit rapidement cette zone de chalandise qui a quand même un gros gros potentiel. Donc voilà aussi pourquoi on en profite pour exporter des vins bio vers New York. On en parlera un petit peu tout à l'heure, effectivement. Le voilier cargo dont on parlait justement, il a été construit en 2018 et il a effectué sa première traversée en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. L'importation des matières premières a commencé un tout petit peu avant. Oui. Comment est-ce que ça a commencé du coup ? Est-ce que c'était de manière plus traditionnelle ? Et à ce moment-là, si oui, quelle était votre valeur ajoutée à l'époque ? Alors en fait, on a commencé de manière hyper factuelle. Quand on imagine faire le projet Grain-Sail, qui consiste à associer dans un même groupe de la production de café, de cacao et du transport maritime décarboné, l'erreur absolue, ça aurait été de vouloir tout faire en même temps. C'était
juste totalement impossible sur un plan technico-économique et de complexité. Donc quand on a une complexité comme ça à digérer, la meilleure méthode, c'est simplement de le faire progressivement. Donc c'est pour ça qu'on avait commencé par développer la torréfaction de café en 2013. Le café ayant quand même comme intérêt d'être un produit finalement relativement simple à maîtriser. Ça nous a aussi permis de petit à petit commencer à fonctionner avec les circuits de distribution, la grande distribution, les épiceries, et donc à commencer à maîtriser ce métier qu'on ne connaissait pas non plus. Et ça nous a permis donc de lancer la chocolaterie cette fois-ci en 2016. Donc là, qui était un sujet beaucoup plus compliqué, parce que le chocolat, on ne dirait pas comme ça, mais c'est quand même un produit hyper complexe, tant au niveau des recettes que des méthodes de cristallisation. Voilà, on est vraiment dans une dimension qui est beaucoup plus compliquée, évidemment, que le café, mais on était du coup plus aguerris pour s'attaquer à ce genre de produit, et on l'a fait évidemment en faisant venir des spécialistes, qui nous ont aidés, qui nous ont mis sur les rails. Et durant ces années, tant qu'on n'avait pas le navire, en fait, on a fonctionné de manière classique en important nos matières premières avec des cargos, alors qui polluaient effectivement, mais on n'avait pas le choix de toute façon. Et si on l'a fait comme ça, c'est que si à l'inverse on avait voulu, par une certaine utopie, vouloir tout faire en même temps, je pense qu'aujourd'hui on n'aurait toujours absolument rien, ni sur l'eau, ni en production. Donc il faut de temps en temps savoir sacrifier un petit peu peut-être l'empreinte environnementale de manière transitoire pour qu'au final le projet finisse tout simplement par exister. Tout notre objectif en fait dans ces premières années était de faire en sorte que le navire passe du nid douillet du PowerPoint à la réalité. C'est ça en fait l'objectif. Et même si ça prend quelques années et où pendant ces quelques années on a dû fonctionner de manière classique, au moins le navire aujourd'hui il existe, il est opérationnel et on est déjà en train de travailler sur le suite. Et entre cette première traversée et le navire actuel, est-ce que vous avez une idée des émissions de CO2 économisées? Oui, alors on a fait, c'est une estimation pour l'instant, mais je pense qu'on fera faire une analyse par peut-être un cabinet indépendant un de ces jours qui nous fera un calcul beaucoup plus abouti, parce qu'en fait c'est hyper compliqué de faire un bilan carbone, mais il y a une première estimation qui a été faite où on a un facteur 17 donc de réduction du bilan carbone avec notre navire comparé à un moyen de transport classique. Donc c'est déjà énorme évidemment. Pour vous donner une idée même un peu plus précise, entre le départ de Saint-Malo, donc avec une cale remplie de 14 500 bouteilles de vin, et l'arrivée à New York, c'était 80 litres de gasoil. Ce qui est totalement ridicule évidemment au regard du parcours. Mais c'est tout simplement dû au fait que le navire est un navire qui est quand même très toilé, qui a donc vraiment pour vocation à naviguer à la voile et 100% à la voile. On a évidemment une obligation d'avoir un moteur à bord, mais qui est de très faible puissance. Il fait 115 chevaux, donc pour ceux qui connaissent un peu le maritime, c'est une puissance extrêmement faible au regard de la taille du navire. Mais c'est un moteur qui est une obligation quand vous souhaitez appareiller, donc départ de Saint-Malo, et quand vous souhaitez accoster dans le port au final. Donc l'approche au niveau du chenal sur toute la zone de Manhattan, etc. se fait au moteur. 4 ans de recherche et de développement ont été nécessaires pour construire le voilier cargo. Est-ce que ça a été difficile et comment vous l'avez financé? Alors oui, ça a été difficile sur un plan technique, puisque les normes actuelles dans la marine marchande ne sont pas finalement adaptées à la notion de propulsion vélique. Sur des critères notamment de stabilité, aux faibles angles, etc. Enfin, on a vite perçu que les normes actuelles ne prenaient pas en compte finalement cette capacité de pouvoir propulser un navire à la voile. On s'en est arrangé, ça a demandé des compromis des fois importants, qui d'ailleurs ont réduit la performance du navire. Je pense notamment au fait d'avoir dû alourdir le bulbe, donc qui est la partie basse en fait de la quille, pour justement répondre aux critères de stabilité tels qu'ils sont actuellement définis en marine marchande. Donc ça a été compliqué sur un plan technique, également dû au fait que le navire est quand même d'une taille relativement modeste. 24 mètres, on peut le voir comme un gros voilier, mais ça reste évidemment un petit cargo, dans lequel il a fallu concentrer à la fois toute la norme cargo, les équipements électroniques de bord, mais aussi garder un maximum de place à la cale. Sur un plan financier, la difficulté était également présente forcément, mais là ce sont nos fonds propres qui ont permis de préfinancer l'intégralité des études, où là on parle quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros pour designer un navire comme ça, parce que ça prend du temps, c'est compliqué, c'est de la R&D, tout ça, donc on n'avait pas d'exemple particulier, c'était vraiment un développement d'ailleurs qu'on a souhaité faire nous-mêmes, au sein d'un bureau d'études qu'on a créé exprès pour ça, qui s'appelait donc Votant Conception, et dont d'ailleurs l'objet de la société a évolué pour être transformé en Grand Sail Shipping, qui est donc devenu l'armement maritime. Donc l'armement maritime actuel de Grand Sail, c'est anciennement le bureau d'études qui nous a permis de faire le premier navire. D'accord. Et tout ça, effectivement, ça coûte cher, évidemment. D'où l'idée de d'abord lancer la production des cafés et chocolats pour que derrière, quand on a lancé le contrat de construction, donc fin 2018, de mémoire à l'époque, on avait un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros. Et du coup, on estimait, ça se calculait, puisque tout a été évidemment modélisé, on était en capacité de supporter le poids financier d'un armement maritime avec un premier navire.
Et c'est donc ça qui nous a permis d'obtenir les financements, en complément évidemment de nos apports en fonds propres, qui restaient également volontairement conséquents, en tout cas au début. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le navire est à l'eau, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter le voyage que fait Grand Sail, le voilier ? Alors le programme de navigation tel qu'il est défini actuellement consiste à, alors, la plupart du temps, quitter Saint-Malo, puisque Saint-Malo est devenu le port d'attache du premier navire, et ce sera probablement le port d'attache également des navires suivants. Donc le navire quitte Saint-Malo, donc pour l'instant avec du vin bio, donc avec une sélection qui a démarré déjà il y a 3 ans. C'est ce qu'on appelle le sourcing chez nous, qui consiste à aller trouver les bons produits. Et ben c'est autant valable quand il s'agit d'aller trouver un bon café vert ou un bon cacao, mais qu'une bonne bouteille de vin dans la région de la Loire, de l'Alsace ou dans les Champagnes. C'est la même chose en fait tout ça. Donc le sourcing est un point important pour nous. Donc le navire quitte Saint-Malo avec sa cale remplie de bouteilles de vin. Donc tout ça, c'est la partie Grand Sail Wines. Hein. C'est la partie qu'on a appelée Grand Sail Wines, qui est en fait un site spécifique qu'on a créé pour les États-Unis et qui permet là-bas, notamment aux New-Yorkais, de voir sur un site dédié toutes les catégories de vins qu'on a donc transportés et qui sont donc disponibles chez les différents cavistes et restaurateurs de Manhattan principalement, mais aussi de comprendre et d'expliquer comment ces vins ont été transportés, avec notamment un sticker qui est posé sur l'ensemble des bouteilles et qui dispose du logo Grand Sail, mais aussi d'un numéro de voyage, et qui permet derrière, sur le site Grand Sail Wines, justement de retrouver le parcours maritime en fait du navire entre donc Saint-Malo et l'arrivée du côté de New York. Donc ça, c'est le premier segment, c'est la première traversée transatlantique. Donc là, on en a profité notamment en décembre dernier pour que le bateau passe une dizaine de jours sur New York, là aussi pour parler du projet, puisque c'est aussi pour nous une manière de communiquer sur Grand Sail et l'ensemble de ses concepts. Donc le bateau est resté 10 jours là-bas, dans des conditions d'ailleurs assez exceptionnelles, puisqu'il faisait déjà très froid, il y avait un peu de neige, on était en pleine période de Covid, donc voilà, c'était quand même un environnement un peu spécial, mais qui était en même temps assez enthousiasmant. C'était la première fois que le navire accostait là-bas, évidemment. Donc on a eu quand même pas mal de journalistes. Pascaline Lepelletier, qui est une sommelière très très connue dans le milieu, qui est venue sur le navire, qui a goûté nos vins, etc. Et donc après cette dizaine de jours sur New York, le bateau a à nouveau appareillé pour cette fois-ci descendre en République dominicaine. Donc là pour le coup il était à vide d'ailleurs, c'est le seul segment pour l'instant où le navire n'a pas de cargaison. Et donc il a descendu en une dizaine de jours donc pour accoster du côté de Puerto Plata, qui est un port en fait dans le nord de la République dominicaine. Et où là c'est pareil, il a passé pas loin d'une dizaine de jours également, le temps d'y charger donc la cargaison de 33 tonnes de cacao sous forme de masse. Il n'y a pas de café d'ailleurs pour ce premier voyage parce que on a de gros besoins surtout sur les chocolats, et donc on a choisi dans un premier temps de ne pas avoir de café. On va essayer quand même d'en apporter un petit peu sur les voyages suivants, mais c'est surtout l'arrivée de Grand Sail 2 en fait qui permettra de remplir les cales avec un peu plus de café vert. Mais en tout cas pour l'instant c'est le cacao qui nous préoccupe, c'est quand même 80% des ventes chez nous. Donc il y a 33 tonnes de masse de cacao. Alors la masse de cacao, quand même pour préciser les choses, c'est les fèves de cacao qui ont été fermentées, séchées, torréfiées et broyé. Et donc on obtient en finale des espèces de blocs qui font 25 kg. Donc quand c'est solidifié, c'est quelque chose de très dur finalement. Donc qui est mis dans des cartons sous forme de pain, donc des cubes, et qui sont du coup très facilement stockables. L'autre intérêt, c'est que la perte due à la torréfaction des fèves va rester de l'autre côté. Donc du coup, on a plus d'efficacité de chargement au niveau du navire. Il y a une petite vingtaine de pourcents quand même de pertes dans la torréfaction, donc au moins cette perte-là reste là-bas. Ça crée également des emplois au niveau de la torréfaction et de la préparation jusqu'à la masse de cacao. Donc on a pris ce pari de plutôt ramener de la masse de cacao plutôt que de ramener des fèves. Et c'est effectivement même une meilleure manière même de conserver les arômes, parce que le bloc évidemment encapsule totalement tous les arômes du cacao. Donc voilà pourquoi tout est mis sous forme de palette avec des cubes de 25 kg de masse. Et c'est vrai que ces premières 33 tonnes sont pour nous un très bon résultat, parce que ça va nous permettre de fabriquer du chocolat derrière avec un bilan carbone assez fortement optimisé pour le coup. Tu nous disais tout à l'heure que vous alliez construire d'autres navires. Est-ce que ce projet va se réaliser prochainement, et si oui, est-ce que vous allez aussi augmenter les destinations ? Alors, il faut savoir qu'en 2016, quand on a décidé de figer le design, puisque c'est ce qui se passe systématiquement quand vous voulez faire un navire, à un moment donné, on dit on fige le design, voilà. C'est un navire qui va faire telle longueur, qui aura telle capacité, et donc ce design a été figé en 2016, à un moment où on était très très loin d'imaginer qu'en 2021, on vendrait plus de 300 tonnes de chocolat.
Alors, on ne voulait pas faire un navire trop grand, puisqu'on voulait quand même limiter le risque industriel sur la première unité, et ça, c'est vraiment un peu le réflexe de base. Voilà, quand on fait un premier navire comme ça, même si on venait un peu du maritime, on était quand même un peu méfiant. Donc, on a bien fait déjà de faire un navire, on va dire, un peu modeste, hein. Mais effectivement, victime un petit peu du succès de la marque, on se retrouve aujourd'hui, en 2021, avec un navire qui, au niveau de la masse de cacao, par exemple, alors c'est déjà très bien, évidemment, mais il va transporter à peu près 50% en fait, de nos besoins annuels en masse de cacao. Et donc, face à cette nécessité d'en transporter beaucoup plus, on a lancé, il y a déjà quelques mois, hein, c'était en septembre 2020, on a lancé le design de Grain-Sail 2, qui est donc un navire qui, cette fois-ci, va passer de 24 à 50 mètres de long, et qui, du coup, pourra porter environ 250 tonnes dans sa cale. Donc, c'est l'intérêt d'allonger un navire, c'est que quand vous l'allongez, il va également gagner en largeur et en hauteur. Donc en fait, la capacité en cale n'est pas du tout linéaire par rapport à la longueur, c'est quasiment au cube. Donc, en faisant x2 sur la longueur, on fait environ x5 sur la capacité en cale. D'où le Grain-Sail 2 qui sera donc capable d'embarquer environ 250 tonnes, toujours sous forme de palette, parce que c'est le format qu'on souhaite conserver. C'est un navire qui est aujourd'hui en design, donc on est en train de travailler là sur l'avant-projet sommaire, qui est quasiment terminé, donc il sera terminé mi-février. Derrière, on va lancer l'avant-projet détaillé, qui sera bouclé d'ici la mi-2021. Et puis derrière, on va passer sur ce qu'on appelle le basic design. Alors qui est un terme un peu trompeur, le basic design, en fait, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est vraiment ce qui permet d'aboutir à un design qui permet notamment à un chantier de reprendre le sujet et de faire lui-même ce qu'on va cette fois-ci appeler le detail design, mais qui est cette fois-ci un design qui est propre au processus de construction du chantier, qui va donc permettre de construire le navire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 2021, pour nous, c'est le design complet, on va dire, de Grain-Sail 2. Le choix du chantier se fera en fin d'année, et la construction va être lancée en 2022 pour un navire qui sera opérationnel courant 2023. On va s'éloigner un tout petit peu de Grain-Sail pour parler plus globalement du transport maritime. Aujourd'hui, ça représente à peu près 90% du trafic mondial de marchandises. Ça fait à peu près 11 milliards de tonnes par an, mais aussi 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et on estime que si le transport maritime continue à croître à ce rythme, d'ici 2050, ce sera plus 4% des émissions, mais 17%. Donc ce qui, là, commence à vraiment être énorme et difficilement remédiable. De ton point de vue, est-ce que les cargos, qu'ils soient à voile classique ou solaire, représentent l'avenir du transport maritime ? Et est-ce qu'à ton avis, ils pourront absorber toute ou partie importante, en tout cas, du trafic mondial ? Ou est-ce que ça reste un petit peu utopiste, et est-ce que c'est une solution qui n'est au final adaptée que pour des petites cargaisons ? Alors, le fait de vouloir verdir le transport maritime est effectivement une nécessité. Après, il faut rester absolument objectif sur tout ça. Nous, on a la chance et c'est une volonté évidemment, de travailler sur des produits, donc café et chocolat, qui sont des produits qui ont suffisamment de valeur ajoutée pour être transportés sur des navires de taille un peu réduite, et qui du coup mécaniquement génère un coût de transport plus élevé qu'un énorme navire qui a du coup une économie d'échelle permettant d'avoir des coûts extrêmement bas. Et c'est ça qui fait aujourd'hui l'efficacité des énormes porte-conteneurs. Ouais. C'est la taille, uniquement la taille. C'est même pas le fait de consommer ou pas du mazout. C'est vraiment la taille du navire qui génère, on va dire, une équation économique qui est d'ailleurs tellement favorable qu'on peut aujourd'hui estimer que le coût du transport maritime par les moyens classiques est quasiment gratuit. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui aujourd'hui génère un peu les inepties environnementales qui, par exemple, consistent à aller récupérer des fèves pour les apéros là, en Afrique. On les transporte au Brésil pour être mis en sachet, être torréfiés, salés, et ça revient en Europe avec d'autres porte-conteneurs. Ce genre de parcours n'est possible que grâce à la taille des navires et au coût extrêmement bas, et également par le fait que ces navires ne sont pas du tout pénalisés, il n'y a aucune taxe carbone particulière sur ces moyens de transport. Donc aujourd'hui c'est la fête, on y va, on peut faire transiter des produits tout autour de la planète sans que ça soit rédhibitoire au niveau économique. Et le problème il est bien là. C'est finalement contre ça qu'on doit essayer malgré tout d'exister avec des navires, donc des navires à voile, donc qui ont des tailles un peu plus réduites forcément, qui vont générer des coûts un peu plus importants, mais qui du coup le font un petit peu moins sur le dos de la planète, quoi. Donc moi j'aurais tendance quand même à penser que l'avenir va consister simultanément à essayer de verdir autant que possible le transport maritime classique, en y rajoutant donc effectivement des voiles, même si ce sont des voiles plus réduites. Moi j'estime que si via une voile de kite par exemple, on permet à un cargo d'économiser 10, 15 ou 20% de son bilan carbone, eh ben c'est très bien.
et il faut évidemment le faire. De la même manière, si petit à petit on finit par aboutir à des solutions de propulsion à la demande, éventuellement hybrides ou ce genre de choses, ce sera également évidemment très bien. Il y a peut-être quand même une autre manière de poursuivre cette réduction de l'empreinte environnementale du transport maritime, c'est aussi de peut-être un peu changer nos habitudes et d'éviter justement que tout un tas de matières premières fassent le tour de la planète comme si c'était quelque chose de normal. Non, c'est pas normal de faire ça finalement. Et donc il va aussi peut-être falloir à l'avenir raisonner à finalement calmer un petit peu notre appétit ou nos habitudes en tout cas de faire transiter des palettes tout autour de la planète comme si c'était quelque chose de logique. Non, c'est pas normal. C'est ça aussi qu'il va falloir, je pense, essayer de mieux réguler pour limiter finalement les flux intercontinentaux, puisque c'est finalement un des moyens de réduire notre empreinte environnementale sur le transport maritime. Donc il n'y a pas évidemment une solution, les propulsions à la voile ne vont en aucun cas révolutionner le transport maritime, il faut toujours être conscient de ça. On va contribuer à améliorer les choses, mais je pense que parallèlement, il faut quand même essayer de réduire un peu le flux en fait énorme de voitures, de palettes, même de temps en temps des cailloux qui sont transportés de continents à d'autres, des blocs de béton des fois pour aller faire des pots de fleurs ou je ne sais quoi. C'est totalement stupide finalement de vouloir faire du commerce international qui a quand même un coût environnemental loin d'être négligeable. Lorsque tu as débuté l'aventure Grain Sail, tu n'avais aucune expérience ni dans la torréfaction de café ni dans la fabrication de chocolat. Du coup, comment on fait pour réussir à développer une entreprise sans s'y connaître dans ce domaine ? Alors effectivement, quand on a débuté Grain Sail, donc on avait quand même les compétences en maritime, heureusement, et il fallait ça pour quelque part oser rajouter cette brique maritime évidemment à l'activité agroalimentaire. En revanche, quand on n'y connaît rien, ni en café, ni en chocolat, il y a une seule solution, c'est qu'on fait venir des spécialistes. On ne cherche pas à apprendre soi-même, je pense que ça aurait été une grosse erreur. On a au contraire fait venir des spécialistes et on leur a rappelé la valeur numéro 1 qu'à l'époque on avait compris, même si on ne venait pas de ce milieu-là, on avait au moins compris qu'il fallait faire des super produits. Et le cahier des charges était apprenez-nous à faire du super café et apprenez-nous à faire du super chocolat. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et là, ça a bien démarré puisque vous avez une référence de 15 chocolats artisanaux. Est-ce qu'il y a d'autres références qui sont prévues en lancement dans les prochains mois, prochaines années ? Oui, alors les lancements sont, je ne veux pas dire permanents. Là, on a été obligé de lever un peu le pied parce qu'on arrivait en limite de capacité sur notre chocolaterie actuelle de Lambert. Et donc, la nouvelle chocolaterie de Morlaix est attendue par toutes les équipes. Mais notre objectif est effectivement de sortir régulièrement de nouvelles recettes de tablettes, mais également d'autres formats, puisqu'on a sorti par exemple des noisettes enrobées, des amandes enrobées, ce genre de choses. Donc qui sont des types de produits qui sont petit à petit développés, qui sont toujours testés par l'équipe Grain Sail. On fait toujours en sorte qu'avant de figer une recette, on va la tester entre nous. On est souvent 5-6 autour d'une table, et puis le critère numéro 1, c'est bon, c'est pas bon. On ne va pas trop intellectualiser la dégustation volontairement. Nous, ce qui compte, en fait, c'est le plaisir, quoi. Donc, prenons l'exemple du noir au thé Earl Grey, qui a été une des dernières recettes, qui a gagné d'ailleurs un prix, la meilleure nouveauté 2020. On se retrouve à un moment donné avec différents pourcentages de thé Earl Grey dans différentes tablettes, et on va les goûter les unes après les autres, et puis à un moment donné, on décide tous laquelle était la meilleure, point, quoi. Et jusqu'ici, toutes les recettes Grain Sail ont été choisies comme ça en mode un peu collaboratif avec toutes les personnes en fait de l'entreprise. Et jusqu'ici, on ne s'est jamais trop trompé finalement. On a toujours réussi à sortir des recettes qui plaisaient et où seul finalement le critère plaisir, le critère goût est le critère unique qui nous permet de choisir la meilleure recette. C'est au final ce que recherche le consommateur de toute façon. Exactement. Voilà, c'est quand on goûte un chocolat ou un café, qu'est-ce qu'on veut ? C'est trouver du plaisir à la dégustation. Est-ce qu'on peut avoir une petite exclusivité sur le prochain parfum de chocolat ou c'est pas encore prêt ? Alors non, je peux vous donner la prochaine recette qui est prévue. Donc ce sera normalement une tablette au chocolat noir et caramel. Donc, sachant qu'on a déjà une recette tablette, on a la tablette au lait et caramel, et là on va sortir un chocolat noir au caramel. Voilà. Justement, tu nous disais que vous alliez ouvrir une nouvelle chocolaterie au printemps 2021. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet ? Donc c'est une chocolaterie qui s'est rapidement imposée puisqu'on était trop à l'étroit à Lambert. Donc Lambert, pour rappel, c'est une surface de 280 mètres carrés à peu près. Donc, on a quand même réussi à sortir en 2020 220 tonnes de cette chocolaterie, donc ça a été quand même assez difficile, mais on y est arrivé avec un petit peu d'optimisation, on va dire, de la chaîne. Mais il était évidemment grand temps qu'on crée une chocolaterie neuve cette fois-ci et beaucoup plus adaptée à notre production.
Donc c'est une chocolaterie qui est en construction actuellement à Morlaix, qui est à peine à 900 mètres en fait de la torréfaction, ce qui va permettre de regrouper les équipes. C'est une chocolaterie qui sera prête au printemps, donc aux alentours du mois de mai, qui fera 2500 m² cette fois-ci, en intégrant les bureaux, qui sera à la fois donc un site de production, un site de stockage évidemment, mais aussi qui sera associé donc à un point de vente directe, puisque dans notre modèle de développement, dès qu'on a un site de production, comme ici par exemple à la torréfaction, on y associe toujours une vente directe. Et de la même manière, la chocolaterie sera équipée de ce qu'on appelle pour l'instant une galerie de visite, mais l'objectif ce sera avec un grand couloir qu'on va parcourir en un aller-retour, de comprendre à la fois le projet Grand Sail, avec notamment sa dimension maritime, avec des images, des vidéos, même des simulations, etc. De comprendre également le chocolat, donc avec les origines géographiques du cacao, la manière dont le cacao est traité pour justement arriver à en faire de la masse de cacao, la manière dont on fabrique du chocolat, avec la notion de cristallisation par exemple. Et au retour du fameux couloir, on passera devant la production, ce qui permettra du coup de comprendre également concrètement quelles sont les machines qu'on utilise pour fabriquer nos tablettes et les autres formats qu'on sort. On voulait également que cette chocolaterie soit une manière pour tout le monde de comprendre finalement à la fois l'univers du projet Grand Sail, mais aussi la manière dont concrètement on fabrique en fait nos produits. On a cette volonté de vouloir vraiment expliquer avec plusieurs niveaux de lecture. Ce sera à la fois adapté à des enfants en bas âge ou à une personne qui veut vraiment précisément comprendre quelle est la technique utilisée pour cristalliser une tablette par exemple. Et voilà, c'est ce qu'on va monter et c'est d'ailleurs ce qui sera également systématiquement développé dans tous les autres sites. Dans toutes les autres chocolateries torréfaction, on aura toujours cette notion de visite et de compréhension du coup des métiers. Tu nous parlais de vidéos qui seront montrées dans la nouvelle chocolaterie. Sur les réseaux sociaux, vous en utilisez beaucoup. Vous partagez beaucoup de vidéos, notamment de votre voilier cargo, aux différentes étapes de son voyage. Et vous avez beaucoup d'engagement, notamment sur LinkedIn. À ton avis, qu'est-ce qui explique ce succès ? Effectivement, on a la chance déjà, il y a 4 marins donc à bord, avec un capitaine, un second, un chef de quart et un matelot. Et il se fait que François de Laourès, qui est un des marins du bord, est également un excellent photographe qui a gagné de nombreux prix d'ailleurs. Donc il ne fait pas semblant, il est vraiment très bon dans son domaine. Et c'est donc lui qui a été missionné à bord pour prendre à la fois des photos et des vidéos in situ, donc durant la traversée. On lui a même acheté du coup de quoi faire du montage en autonomie sur le navire, et ce qui fait qu'il est capable de nous renvoyer assez régulièrement des vidéos qui sont émises par satellite et qu'on récupère ici pour pouvoir être diffusées. Et tout ça participe effectivement à la communication sur le projet Grand Sail dans sa globalité, et où on cherche à faire comprendre que Grand Sail c'est pas que des cafés et des chocolats, mais c'est aussi toute l'aventure maritime associée avec les volets environnementaux, humains, etc. Et quelque part, c'est vrai que ça participe forcément à l'intérêt des personnes pour la marque finalement et de tout ce qu'on a développé. C'est vrai qu'il y a un côté quand même un petit peu exceptionnel quand même d'avoir réussi à développer simultanément une production agroalimentaire et une aventure maritime. Donc c'est ça qui intéresse beaucoup les gens et qui fait probablement le succès sur LinkedIn notamment. Mais on a aussi, à titre d'exemple, nos commerciaux qui régulièrement sur la route, parce que ce sont des voitures où c'est quand même écrit Grand Sail, nos commerciaux se font régulièrement klaxonner en étant dépassés, disent ouais c'est super votre projet, etc. quoi. Donc il y a une grosse sympathie, on va dire, pour la marque. Oui, qui est simplement due à toutes les valeurs finalement qu'on développe et qu'on affiche sur cette belle aventure Grand Sail, tout simplement. Du coup, pour toi, la meilleure stratégie de communication, c'est finalement les valeurs et l'authenticité. Oui, c'est ça, c'est de montrer concrètement tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on communique sur l'entreprise, finalement, c'est plutôt à la fois les packaging en rayon et le navire qui communique, c'est-à-dire que nous on n'a pas forcément besoin d'en rajouter beaucoup quoi. Nous il suffit juste d'expliquer ce qu'on fait et ça suffit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'artifices on va dire marketing totalement incroyable, il suffit juste de dire ce qu'on fait et ça suscite, c'est vrai, souvent beaucoup d'intérêt, beaucoup de bienveillance aussi, c'est sans doute ça aussi. Au-delà du goût, je rappelle, il faut que les produits soient bons, autrement on n'y arrive pas. Mais pour un peu que les produits soient bons, en fait, au final, tout le monde adhère, tout le monde trouve ça génial, quoi. Et nous compris, franchement, nous on rigole bien dans l'entreprise. On a voulu développer Grand Sail un peu pour se marrer aussi quand même, c'était un des objectifs du début. Je peux vous assurer qu'on y est bien arrivé. Vous avez choisi de compléter votre stratégie de distribution par la mise en place d'un site e-commerce. Pourquoi ce choix et quelle part de vos ventes cela représente ?
Alors, le site du e-commerce s'est rapidement imposé puisque au début, on était cantonné à des ventes qui se faisaient dans un premier temps dans le Finistère, puis progressivement sur les 5 départements bretons, et puis maintenant, un peu plus généralement, on est quasiment aux portes de Paris. Mais on voulait quand même que potentiellement, partout en France, et même un peu en Europe, on puisse commencer à commander un petit peu de produits. Et c'est aussi pour nous un moyen de tester un peu le marché, et de vérifier que même dans des pays qui ne sont pas en France, il y a quand même un intérêt en fait, pour nos produits et nos recettes. Aujourd'hui, la vente en ligne représente peut-être 5% en fait, du chiffre d'affaires, donc ça reste relativement modeste, mais c'est une manière en tout cas de faire connaître nos produits de manière un peu différente. Vous êtes implanté à Morlaix. Pourquoi avoir fait ce choix alors qu'aujourd'hui, Morlaix, ce n'est pas un des ports de commerce les plus importants en Bretagne? Et d'ailleurs, vous partez de Saint-Malo. Oui, clairement. Alors c'est vrai qu'au début, on avait regardé le port de Morlaix comme étant potentiellement un port en capacité de supporter nos navires, mais on s'est vite rendu compte que pour des problématiques de tirant d'eau, qui d'ailleurs indirectement venait de la norme marine marchande, qui nous impose des critères de stabilité aux faibles angles notamment, qui nous ont obligés à la fois à alourdir le bulbe et à augmenter la longueur du voile de quille, c'est-à-dire la profondeur en fait, du bulbe sous le navire, et donc d'augmenter le tirant d'eau de manière assez conséquente, puisqu'on a un navire qui aujourd'hui à vide va faire 3,75 m de tirant d'eau et 4,50 m en charge. Donc le port de Morlaix était hélas très peu adapté à ça pour des problèmes d'envasement un petit peu récurrents. Et donc on s'est reporté sur le port de Saint-Malo qui est un port après écluse, donc qui a également du coup comme avantage d'avoir un niveau d'eau en boraquet qui reste stable, qui était hyper adapté du coup à nos navires. On a le capitaine en plus qui habite à Saint-Calguildo qui est pas très loin de Saint-Malo, donc ce qui fait que tout ça nous a conduit assez naturellement vers ce port qui est également un port assez emblématique et qui véhicule lui aussi des dimensions d'aventure maritime assez fortes. Donc voilà, Saint-Malo s'est imposé assez naturellement, vraiment pour des questions très opérationnelles finalement. Mais l'aventure est née à Morlaix parce que on a le local où on est aujourd'hui, donc la torréfaction, qui est vraiment situé au pied de l'écluse, qui est un site assez exceptionnel. On est d'ailleurs là sur le domaine public maritime. Donc c'est un local qui appartient à l'État, finalement, dont on est locataire, mais qui est très emblématique, je trouve, de la ville de Morlaix, qui est une magnifique ville, qui a vécu ses difficultés comme d'autres, mais c'est une ville qui vaut vraiment le coup, qui est pas loin de la Nationale 12, sur un plan purement logistique, ça peut être également intéressant. Ouais. Et qui s'est imposé petit à petit. C'est peut-être ce local qui nous a, dans un premier temps, donné envie de poser notre activité sur Morlaix, mais après, la suite du développement de Grain Sail ne se situera pas qu'en Bretagne, donc Morlaix est un point de départ, mais la deuxième chocolaterie Grain Sail, elle est prévue du côté de Dunkerque. On est après sur un développement qui sera progressivement européen, également sur la côte est des États-Unis. Donc voilà, Morlaix en tout cas, c'est la souche de départ. Et donc maintenant, on va continuer un peu partout notre croissance et notre développement. Est-ce que ça reste quand même important pour vous d'être toujours présent en Bretagne ? La Bretagne, moi, je l'ai toujours vue comme étant une terre qui est à la fois très agroalimentaire, parce que c'est quand même la grosse activité bretonne, l'agroalimentaire, mais c'est également une terre qui est très tournée vers la mer, historiquement. Et finalement, la Bretagne était hyper compatible avec notre activité, quoi. C'est aussi pour ça que ça a donné beaucoup de sens, en tout cas à l'entreprise, de démarrer ici. Et vous faites également partie du réseau Produits en Bretagne. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Alors, Produits en Bretagne nous a accompagnés depuis le début et vraiment, on peut les remercier puisque c'est, je pense, aussi grâce à Produits en Bretagne que Grain Sail a gagné en notoriété, au travers notamment des quelques prix qu'on a pu remporter en 2018, 2019 et 2020. Donc c'est vrai que c'est un partenaire pour nous qui était essentiel, qui en plus faisait sens puisque ces Produits en Bretagne, en tout cas au début, avaient énormément d'adhérents qui venaient de l'agroalimentaire. Donc c'était vraiment cet objectif de mettre en avant la capacité agroalimentaire en fait de la région Bretagne. Donc nous, on y a adhéré assez naturellement et ça s'est très bien passé. Il y a une super équipe et oui, je pense que ça a quand même fortement contribué au succès de l'entreprise. En mars 2020, comme toutes les entreprises, vous essuyez une grosse tempête avec le confinement qui vous prive du jour au lendemain des 18 employés de l'ESAT Déjeuner d'Or, avec qui vous travaillez au quotidien, qui font partie intégrante de l'aventure Grain Sail. Comment on réagit à ça ? Alors effectivement, ça a été peut-être la seule mauvaise surprise pour nous, le seul véritable problème qu'il a fallu gérer. Donc au printemps dernier, au printemps 2020, où tout d'un coup, les 18 ouvriers de l'ESAT ont été arrêtés. C'était des personnes à risque, donc il était bien normal évidemment de les arrêter. Donc là, du jour au lendemain, il a fallu, alors dans un premier temps, quand même regarder un petit peu le niveau des ventes,
puisqu'on était à l'époque pas du tout certain que finalement il n'y aurait pas une influence négative ou positive d'ailleurs, on ne savait pas. On était un peu dans l'incertitude sur l'évolution du chiffre d'affaires quand le premier confinement est arrivé. Mais en tout cas, on a vite constaté que finalement les ventes se maintenaient et du coup on a pris à la fois un petit peu d'intérimaire et puis même l'équipe Grand Sail tout simplement, moi compris d'ailleurs, on est allé aider à la chaîne de production pour continuer à produire puisque la demande était toujours très forte. Et en fait, on s'en est tous sortis à tour de rôle. On a fait un petit roulement, même les commerciaux sont venus produire. Et ça a été une période assez sympa, puisque ça a permis aussi à tous les salariés de l'entreprise de comprendre comment on produisait à la fois les cafés et le chocolat. Et donc c'était une période assez étonnante, mais qui du coup nous a permis de continuer à produire suffisamment. Et c'est vrai que du coup, sur l'intégralité de l'année 2020, on a eu la chance de finalement totalement passer à travers du Covid avec des produits qui ont continué à se vendre. Aussi grâce au fait que notre réseau de distribution est resté ouvert. Donc on a eu cette chance-là et je plains beaucoup évidemment les entreprises qui elles ont dû fermer parce que ça doit être effectivement très très difficile. Nous on a eu la chance de pouvoir s'en sortir très correctement. Et vous étiez en plus pile dans l'axe de consommation des Français au moment du confinement, c'est-à-dire des produits un petit peu plus locaux, enfin pour la Bretagne en tout cas, et des produits un petit peu plus respectueux de l'environnement. Est-ce que tu penses que ça a pu jouer un petit peu aussi dans l'activité ? Ça contribue aussi, mais c'est vrai que j'imaginais à l'époque sans peine que quand on était un peu bloqué chez soi en confinement, on avait quand même tendance à boire un peu de café et à manger du chocolat. Donc voilà, on était sur un positionnement produit qui était, je pense, très compatible aussi avec ces périodes de confinement forcés, quoi. En quelques années d'existence, la société s'est bien structurée, compte aujourd'hui 26 salariés. Comment est-ce qu'on manage un équipage aussi important ? Alors des 26, on est même 36 en ce moment, puisqu'on a continué à recruter. Donc on est aujourd'hui 32 salariés à terre, plus 4 marins. Donc ça c'est aussi un vrai succès, puisque quand on monte une entreprise, on est aussi un peu dans cet objectif de créer des emplois. Finalement, c'est un des buts en tout cas d'une entreprise. Donc c'est vrai que le développement se fait de manière progressive, même si c'est assez rapide, mais on recrute assez régulièrement. Et tout ça évidemment est très calculé, puisque l'entreprise présente un développement assez rapide, assez exceptionnel. Pour autant, justement, pour y arriver, l'entreprise est pilotée de manière assez classique, et notamment sur le volet financier, qui reste toujours un peu le nerf de la guerre dans le monde de l'entreprise. Donc nous, on a petit à petit développé un système de modélisation financière qui nous permet de comprendre à la fois ce qui se passe dans le présent, mais aussi à moyen terme. C'est-à-dire que quand on prend une décision d'investissement, machinerie ou de recrutement, etc., donc tout ça est d'abord rentré dans notre système, qui nous permet d'apprécier quelle est l'influence de cet investissement ou de ce recrutement sur la trésorerie future et sur l'ensemble des paramètres financiers, des soldes intermédiaires de gestion, etc. Et ce qui fait qu'on est capable en quelques secondes de vérifier que notre hypothèse d'investissement ou de recrutement est tout simplement soutenable par l'entreprise. Et de la même manière, quand, je ne sais pas, on veut financer la nouvelle chocolaterie ici, là sur Morlaix, ou la future de Dunkerque, tout ça est à nouveau rentré dans le système, et on est capable derrière de prouver à nos financiers que mathématiquement, on sera en capacité de les rembourser, puisque c'est tout ce qui intéresse une banque, évidemment. Une banque souhaite simplement qu'on lui rembourse ses mensualités. Bien sûr. Et donc voilà, on est sur cette approche hyper factuelle, alors qui est assez compliquée, parce qu'on est sur une entreprise qui justement mélange de l'agroalimentaire et du maritime, donc il y a beaucoup de dimensions, et qui donc se traduisent par une modélisation financière un petit peu plus compliquée qu'une entreprise classique. Mais en tout cas, c'est ce qui, alors déjà, moi, me permet de dormir à peu près correctement, parce que du coup, je comprends ce qui se passe dans le présent et je comprends également ce qui va se passer dans l'avenir. Quand je veux voir mon expert comptable au printemps pour discuter des chiffres de l'année précédente, mon bilan, moi, je fais que comparer mes chiffres avec lui. Je compare mes soldes intermédiaires de gestion avec les siens. Donc tout est déjà anticipé, tout est déjà modélisé. Et c'est ça, je pense, qui nous a en particulier permis de nous développer assez rapidement, sans être dans un espèce de brouillard où on serait obligé de prendre des paris. Moi, je déteste prendre des paris. Je préfère au contraire les comprendre, les anticiper, les calculer, et justement prendre des décisions qui sont des décisions calculées, quoi, finalement. C'est bien plus confortable. Tu as travaillé pendant 25 ans dans l'industrie et les énergies marines renouvelables. Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, notamment pour le lancement de ce projet ?
Alors même avant d'ailleurs d'être dans les énergies marines renouvelables, j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans le développement informatique électronique, notamment l'informatique embarquée. Ça allait des décodeurs numériques en passant par des composants électroniques pour piloter des disques durs. Enfin voilà, vraiment un peu de tout. Et tout ça m'a donné une habitude de pilotage projet, ce qu'on appelle le développement en mode projet, et donc de savoir organiser les choses pour qu'à un moment donné, on passe d'une idée à la réalité. Puisque c'est souvent ça qui est difficile en fait dans l'entreprise, de savoir passer d'une grande idée de départ à quelque chose de très concret et opérationnel. Donc quitter le PowerPoint, comme on dit régulièrement. Donc tout ça, je l'ai appris au fil de ces années de développement. Et après, le côté donc maritime, ça donc je l'ai acquis juste avant Grandsail, évidemment, pendant 8-9 ans. Et là, c'est pareil, on a appris d'autres dimensions qui étaient des dimensions également financières, puisqu'on était sur des projets très très capitalistiques. Donc quand on parle d'un parc éolien offshore, c'est plusieurs milliards d'euros. Donc il faut quand même aussi savoir appréhender tout ça. Et donc là, c'était à la fois l'apprentissage du volet maritime et de toutes ces implications technico-financières qui du coup nous ont, moi et mon frère d'ailleurs, plus ou moins préparés à pouvoir correctement développer Grandsail. Donc là, on est tous un peu le fruit de nos expériences passées. Et c'est vrai que moi, je suis personnellement très content d'avoir développé Grandsail plutôt sur le tard, un petit peu, donc avec quand même quelques années d'expérience derrière moi. Je ne suis pas du tout certain qu'on aurait pu faire la même chose il y a 15-20 ans, quoi. Pourquoi avoir décidé de créer une entreprise? Est-ce que tu as toujours été attiré par l'entrepreneuriat? Oui, mais je pense que c'est plus le sujet même de Grandsail qui, à un moment donné, alors avait déjà intéressé donc Olivier mon frère, et puis moi dans un deuxième temps. C'est vrai que quand on se dit tiens, on a quand même peut-être la possibilité de développer un armement maritime et simultanément de développer des produits café-chocolat, ça donne un petit peu envie. Après, il faut le faire avec beaucoup de méthodes, c'est ce que je disais juste avant, mais je pense que c'est plutôt le sujet qui nous a donné envie de finalement se lancer dans cette aventure, sachant qu'on était en plus très conscient que développer une entreprise, c'est énormément de travail, énormément d'heures, donc il faut beaucoup d'engagement. Mais que quand le sujet en vaut la peine, l'engagement est déjà plus supportable, on va dire. C'est plus facile de se lever le matin et d'aller au boulot quand on est sur un projet qui est quand même sacrément marrant, quoi. Et c'est vrai que là, pour le coup, Grandsail nous a bien aidés. En plus, des fois, on est obligé de travailler, on est obligé de tester nos produits, on est obligé de faire des dégustations, etc. Donc c'est un dur métier quand même, de goûter du chocolat et du café de temps en temps, voilà. Mais on le fait avec un grand plaisir, évidemment. Là, on a balayé pas mal de sujets pendant l'entretien. Si tu étais à notre place, quelles questions tu te poserais et qu'on t'a pas encore posées? J'en ai pas vraiment comme ça. Est-ce que justement, malgré tout le travail finalement qui est nécessaire pour bâtir cette entreprise, est-ce qu'on y trouve toujours du plaisir ? Puisque je pense que le plaisir est un petit peu au cœur quand même de nos manières de fonctionner. Enfin, j'aime bien en tout cas voir les choses comme ça. Et à cette question, je répondrais oui, à tel point que moi je le dis souvent au sein de Grandsail, j'essaye toujours de le dire d'ailleurs aux personnes qu'on recrute. Chez Grandsail, on essaye de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je pense que c'est une manière de fonctionner qui est déjà super agréable, qui permet de moins dramatiser aussi les choses et d'avancer hyper efficacement. Parce qu'après, une fois de plus, pour vérifier si ça fonctionne ou pas, il suffit de regarder les résultats, quoi. On sait quand même développer rapidement, on est toujours là, donc ça marche, quoi, finalement. L'interview est presque terminée, donc on va passer aux questions plein phare. Donc la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Alors il y en a plusieurs, mais il y en a un qui m'a toujours un peu marqué, ça s'appelle le Gouffre à Plougrescant, qui est un spot bien particulier. Alors il suffit d'y aller avec un petit peu de vent de nord quand même, ça peut aider, et où vraiment on voit les vagues qui s'engouffrent dans un espèce d'entonnoir rocheux où les vagues finissent par exploser. Enfin, c'est vraiment une lessiveuse version XXL. Et le Gouffre à Plougrescant est franchement un site alors qui vaut le coup en tout cas d'être visité. Et ouais, c'est un site assez marquant. Ouais. Et qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? Alors pour moi, être breton, je le vois plus comme une ouverture vers le monde. Je suis moi un peu opposé à justement l'attitude inverse qui consisterait à s'enfermer dans une approche trop bretonno-bretonnante. Moi j'ai toujours constaté que les Bretons étaient un peu partout dans le monde. Combien de manifestations on n'a pas vu où à un moment donné on détecte un petit Gwenadu, le drapeau blanc et noir, là, qu'on peut voir autant au Brésil qu'en Afrique, que partout finalement. Donc la Bretagne a su déjà s'exporter depuis déjà pas mal de siècles au travers justement du maritime. Et moi je vois la Bretagne comme étant une région qui justement doit rester très ouverte, à la fois sur sa culture, sur sa volonté d'aller regarder ailleurs en fait ce qui se passe. Donc pour moi c'est l'ouverture en fait qui caractérise la Bretagne. Quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne en ce moment ?
Alors en ce moment, je parlerai d'une entreprise qui s'appelle Neoline, qui est une entreprise de Nantes qui essaye également comme nous de développer un voilier cargo, de beaucoup plus grande dimension d'ailleurs, parce qu'eux vont dépasser les 100 mètres, qui est une entreprise qui, je trouve, est déjà gérée assez sérieusement. Enfin, c'est une entreprise qui me paraît en tout cas plutôt assez crédible sur le fait, à un moment donné, de passer justement du PowerPoint à la réalité, parce que c'est finalement pour moi tout ce qui compte, c'est de regarder un peu la crédibilité des personnes qui pilotent leur projet. Eux, je pense qu'ils ont à la fois les fonds propres pour y arriver et aussi le savoir-faire. Ce sont des gens qui viennent de la marine marchande, qui, je trouve, vont regarder les choses assez factuellement. Alors, ils ont des difficultés comme tout le monde, ça reste toujours difficile de sortir un navire, mais j'ai quand même tendance à penser qu'ils vont y arriver. C'est en tout cas tout le bien que je leur souhaite. On s'entend très bien, on a souvent échangé d'ailleurs ensemble. Il y a aussi Nils Joyeux sur un autre projet là, qui fonctionne sur le projet Zéphyr et Boré avec le navire Canopé qui va transporter des fusées Ariane en Guyane, avec une assistance également vélique. Enfin, voilà, il y a tout un tas de personnes comme ça hyper intéressantes avec qui nous on discute pour justement partager un peu nos expériences, nos difficultés, nos points de vue. Et donc Neoline en tout cas est pour moi l'entreprise auquel je pense aujourd'hui et je leur souhaite évidemment un plein succès dans le développement de leur cargo. Un grand merci Jacques d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Pour les auditeurs qui souhaitent continuer l'entretien avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et est-ce que tu peux nous redonner l'adresse du site Grandsail s'il te plaît ? Alors le site Grandsail, c'est donc www.grandsail.com, donc Grandsail en un mot, .com. Pour ceux qui s'intéressent aux vins qui sont commercialisés à New York, donc ce sera grandsailwines.com, en un mot également. Et puis après, la torréfaction et le siège social donc, est situé à Morlaix, ils peuvent nous contacter sur contact@grandsail.com et nous poser les questions qu'ils souhaitent et on essaiera de leur répondre rapidement. On remettra tout ça dans les notes du podcast. Merci beaucoup. Merci. Merci Jacques. Un grand merci à Jacques Barrault de nous avoir permis d'en apprendre plus sur Grandsail. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Jacques, vous pouvez retrouver les liens du site et des réseaux sociaux de son entreprise dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et LinkedIn ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt.